Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Professeur Gracien-Jean, politologue, a décidé de rompre la glace. Après un mutisme qu'il a observé depuis quelque temps, il a finalement décidé de nous parler. Et avec notre invité ce matin, on va commenter l'actualité politique, évidemment, l'actualité internationale. On va au Brésil, au Venezuela avec lui. Et puis finalement, on parlera de l'accord du 5 février, la date du 14 mai, du 14 juin et autres. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, professeur. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci, Wendell. C'est pas que j'ai rompu la glace. J'offre à Radio Télémétropole cette exclusivité de sortir un petit peu de mon trou, de mon temple, pour parler avec le pays, pour m'exprimer dans une certaine mesure et pour en quelque sorte me calmer. Parce que depuis quelque temps, je suis en colère. Vous êtes en colère, bouleversé. Non, je suis très en colère. Contre qui? Contre vous-même ou bien contre le pays? Contre les acteurs politiques? Contre mon pays. Lorsque vous êtes haïtien et vous êtes de souche des millénaires de grandes civilisations, et que si l'humanité est encore libre aujourd'hui, est libre, c'est grâce à notre révolution de 1803. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, si vous allez lire, feuilleter la Bible et les ouvrages les plus anciens qui retracent l'histoire de l'humanité, vous allez voir que c'est la seule et unique révolution réussie dans toute l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Non exploité par les auteurs ou acteurs? Pas les auteurs et acteurs, parce que l'histoire est très mal enseignée aussi en Haïti. N'oublions pas que toutes les civilisations sont esclavagistes. Il a fallu 1803 pour mettre frein à des millénaires d'esclavage. Et lorsqu'on a mis frein à l'esclavage, on a mis frein à l'esclavage des Noirs, des Blancs aussi, de toutes les races. Haïti n'est pas la première république noire indépendante. Non, on s'est trompé. C'est la première république anti-esclavagiste. C'est la première aussi république universelle. C'était seul côté lorsque Jean-Jacques Dessalines le Grand, l'empereur Jacques Ier d'Haïti, dit que de pour passer sous Tessa ou tomber sous Tessa, vous êtes libre. Que vous soyez de race blanche, de race noire et autres. Vous étiez libre ici. Ce qui est très important dans l'histoire, qu'on a phagocyté, que l'Occident a phagocyté, et que l'Occident aussi a terni l'image de ce grand homme qu'on appelle Jean-Jacques Dessalines, qui est d'ailleurs le plus grand de tous les temps. Il est le plus grand de tous les temps. Parce qu'il a réussi là où d'autres ont échoué pour l'humanité. Jésus-Christ s'est combattu contre l'esclavage. Mais pendant son passage, il n'a pas pu abolir l'esclavage. Il a été crucifié. Comme récompense. Comme récompense. Mais Jacques Dessalines et d'autres pères, d'autres mères, fondateurs, fondatrices de cette nation, ont lutté, ont versé leur sang pour la libération de l'humanité. Ce n'est pas des Noirs. De l'humanité contre l'esclavage millénaire. Ils ont réussi. Et même lors que la récompense de Dessalines, ça a été son assassinat et on l'a offert un sacrilège. Mais jusqu'à présent, si le monde est libre, si un Français est libre, un Américain est libre, un Espagnol est libre, c'est grâce à nous. De quel Espagnol? Je parle de l'Espagnol moyen, du Français moyen, de l'Américain moyen. Je ne parle pas du Français tenant des pouvoirs économiques, du Français ou bien de l'Espagnol, de l'Américain tenant des moyens de production pour pouvoir exploiter la force de travail des plus faibles, des plus vulnérables de leur pays. Le monde est libre. Vous savez que l'humanité
a des millénaires d'existence et que la liberté n'a que seulement que 213 ans. Et malheureusement, l'histoire en Haïti, il y a une tendance à compter l'histoire. Moi, je fais les sciences po, je fais les sciences de l'État, je fais les sciences historiques. Donc, je vais pénétrer l'histoire, comprendre l'histoire. Et j'ai pu découvrir pourquoi on a voulu bannir l'histoire de ce pays. Et j'ai compris pourquoi qu'on a voulu et encore banni l'être le plus grand dans toute l'histoire de l'humanité, qui est Jean-Jacques Dessalines. Moi, je vous poserai la question. Moi, attends, j'ai été en France. Je vois où on a mis Napoléon Bonaparte, où les Français ont mis leur père esclavagiste, leur héros esclavagiste. Et allez là, d'autre part, vous verrez. Et où on a mis Alexandre le Grand, qui a conquis la Perse, qui a même détruit la Perse. Même lorsqu'il a offert à Darius, après l'avoir capturé comme un grand, lorsque Darius lui a demandé, lorsqu'il a demandé à Darius, qu'est-ce que je dois faire pour vous? Darius lui a répondu, traitez-moi en roi. Et Alexandre le Grand lui a dit, je vous remets cette partie de la Perse, régnez en roi. Alors, moi, je voudrais vous demander, pourquoi ceux qui ont bénéficié des prouesses de nos héros, de nos ancêtres, tout ça, je vais parler des États-Unis pour vous répéter, de la France aussi. Pourquoi... l'Espagne, le monde. Okay. Le monde. Pourquoi ils sont beaucoup plus avancés que nous? Qu'est-ce que nous entendons par plus avancé, Wendell? Sur le plan industriel, économique, tout. Non, c'est pas ça l'avancement. Pour nous autres, comme sages, comme penseurs, comme philosophes, l'avancement, c'est pas la technologie, c'est pas l'industrie. L'avancement, ce sont les rapports humains. Est-ce que nous détenons encore des rapports humains entre nous? Est-ce que nous traitons nos semblables comme humains? Et là, il faut aller revenir à cette valeur, à ces valeurs. On vous dira que chaque pays a ses particularités, chaque pays a ses problèmes et autres. Non, je ne parle pas de ces particularités. Je parle des relations humaines, des rapports humains. Pourquoi nous nous opposons? Pourquoi nous allons jusqu'au crime? Pour faire quoi? La satisfaction des besoins vitaux, des besoins primaires et parfois des besoins ludiques. Ce qu'il faut mettre en question dans l'avancement de l'humanité, de l'être humain, ce sont ces rapports avec l'autre, des rapports avec moi. Vous estimez qu'à ce niveau-là, nous sommes... Nous ne sommes pas avancés, nous sommes très en retard. Mais vous me donnez raison, professeur. Non, attention. Parce que lorsque je parle très en retard, ce n'est pas au niveau de gratte-ciel, de autres. C'est au niveau des rapports. L'exploitation est partout. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Écoutez-moi, la révolution américaine n'était pas porteuse de liberté pour les Noirs. Attention, il a fallu des combats. Des combats. Ouais, nous avons aidé les États-Unis. Ce n'est que hier encore, et jusqu'à aujourd'hui encore, la ségrégation raciale, comment les Noirs ont traité. Moi, ce qui m'a choqué dans tout cela, je le disais récemment dans ma conférence, en avril, je crois que c'était en avril dernier à Boston. Mais le premier lieu que le président Obama devrait visiter avant de partir, avant Cuba ou autre, c'était ici. C'était ici, en Haïti. Aller se fléchir là au Pont Rouge. S'il peut être président aujourd'hui, c'est grâce à notre révolution de 1803. Il doit beaucoup à ce pays. Il doit beaucoup à Jean-Jacques Dessalines. Si les Noirs peuvent s'exprimer, peuvent quelqu'un aux États-Unis, c'est grâce à nous. Est-ce qu'Haïti représente un intérêt pour les États-Unis aujourd'hui? Haïti ne représente pas un intérêt pour les États-Unis. Géopolitique. Attention, Haïti est plus qu'un intérêt pour les États-Unis. Haïti est la meilleure patrie de l'humanité. Nous ne saurons représenter un intérêt pour quiconque. Attention, Wendell. Lorsqu'un Haïtien arrive en Afrique ou bien en Asie, on se met à genoux pour le saluer. Vous savez ça? J'en ai entendu parler. Ah, c'est pas entendu parler. Les Asiatiques reconnaissent, les Arabes, les Africains reconnaissent ce que représente un Haïtien pour l'humanité. N'oublions pas, à chaque fois que vous voyez... Vous allez demander aussi... À chaque fois que vous voyez un Haïtien, mettez-vous en tête, vous êtes en face d'un oriental, face à un occidental aussi.
Nous sommes de l'Orient, Wendell. Et l'Occident ne pourra jamais nous accepter parce que nous sommes de l'Orient. Qu'est-ce que vous portez à dire? Parce que l'Orient est porteur de civilisation. L'Orient est porteur de science. La démocratie n'a pas pris naissance à Athènes. Hein. Attention. Hein. Non, attention. Les premières expériences démocratiques ont été faites à l'ancienne Égypte. Et d'ailleurs, le premier parlement n'est pas né à Athènes, ni à Rome, ni en France, ni en Espagne. C'est à Uruk, allez là, dans le sud de l'Irak. Le premier parlement. Le premier code de justice n'est pas né à Athènes aussi, ni à Grèce. C'est le code d'Hammurabi. C'est l'ancienne Égypte. Attention. L'Orient est porteur de civilisation. Quel rapport entre nous et l'Orient? Mais nous venons de l'Orient. Nous venons de l'Orient. Attention. Nous avons des gènes multiraciales. Moi qui vous parle, Wendell, vous direz que M. Jean est noir, regardez-lui. Mais vous savez que je m'appelle Joseph André Gratien-Jean. Tout le monde m'appelle Gratien, mais j'ai Joseph aussi dans mon nom. Mais vous savez, ce Joseph, c'est le nom de mon grand-père, Joseph Bernard, qui est français et qui est blanc. C'est pour cela que je dis moi-même, je ne suis ni noir, ni blanc, je suis un être humain. Si vous voyez les Bernard, je ne sais pas si vous connaissez les Bernard, si vraiment c'était mélange. Ma mère, c'était une quatronne. Du côté paternel aussi, c'est un mélange de français aussi. C'est pour cela que Non, mais c'est parce que... moi, que je m'arrête de cette affaire de race, il faut le prouver par le sang, par les ADN. Vous imaginez que mon grand-père, je porte son nom, il s'appelle Joseph Bernard, qu'il est blanc, et regardez-moi. Et c'est pour ça que je dis aussi, pour la révolution haïtienne de 1803. Et vous n'avez pas de préjugés, vous n'avez pas de complexe non plus? Mais quel complexe? Je suis un être humain. Je suis en Haïti, mais j'appartiens au monde. Je pourrais être né en Afrique, aux États-Unis, en France, en Russie. Je suis terrien, Wendell. Mais je suis terrien, mais né sur une partie de la terre qu'on appelle Haïti. Je dois pouvoir m'adapter et vivre à n'importe quel peuple, à n'importe quelle race. Je ne me sens jamais inférieur à quiconque. Moi, je ne peux pas dire à travers tout le monde, mais j'ai voyagé aussi. J'ai côtoyé les gens, mais je ne me sens jamais inférieur. Même au niveau de mes études aussi. J'ai étudié en Haïti. Mais lorsque j'ai eu des professeurs qui sont des lauréats à Sorbonne, des brillants à Sorbonne, comme Ronnie Durand, lorsque j'ai eu un professeur comme Dr Rodrigue Joseph Mathieu, de l'Université royale d'Haïti, un brillant lauréat à Oxford, à Louvain, partout. Pourquoi j'ai besoin d'aller de voyager pour faire une maîtrise, un doctorat, pendant que des docteurs m'ont formé, des brillants docteurs face à l'étranger? Lorsque j'ai eu comme professeur, il est mort, Hervé Denis, en planification stratégique. Vous voyez un monde qui a équipé en Haïti sur ce que c'est que la planification stratégique. J'ai eu comme professeur Hervé Denis, oui. Hervé Denis, qui l'a fait en France et qui est revenu en Haïti. Lorsque j'ai eu un professeur comme Idriss Saint-Armand, attention, comme Karel en Haïti, mais je n'ai rien envie à quelqu'un qui revient de Louvain, de Laval, de Sorbonne, parce que mes professeurs, ce sont des brillants, ils ont brillé à l'extérieur. On va observer la pause, professeur. Les 15 minutes se sont découlées, les 15 premières minutes. Et au retour, on parlera d'Haïti et de la crise. On parlera du Brésil, comme je l'ai annoncé au début de l'émission. Et on le fera tout de suite, après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur politologue Gratien-Jean. Merci, Joseph André Gratien-Jean. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Le professeur Gratien-Jean est avec nous ce matin. Alors, d'entrée de jeu, on va parler du Brésil, ce qui donne l'impression que la région est plutôt troublée. La présidente Dilma Rousseff est suspendue
est suspendu. 55 sénateurs sur 81 ont voté en faveur de sa destitution. Comment vous comprenez ce qui se passe au Brésil? N'oublions pas que cette situation arrive dans un moment de crise socio-économique, un moment de graves scandales qui ont entaché l'exercice du pouvoir de Madame Dilma et Rousseff, qui n'est pas spécifique au Brésil, parce que ça arrive dans tous les pays du monde. Au moins, ça arrive au Brésil, et qu'on va mettre en examen la destitution de Madame Dilma Rousseff. Pourquoi, à votre avis, on n'a pas attendu pourquoi on ne peut pas attendre la fin de son mandat? Non, écoutez, c'est un principe. Si vous avez une entreprise, par exemple, vous m'avez engagé comme comptable. J'ai un contrat avec vous, j'ai un contrat de travail pour 3 ans. Et au cours de route, vous avez découvert que j'étais dans la situation de malversation, Wendell. Est-ce que vous allez attendre que je termine mes 3 ans pour sortir de ces malversations? Est-ce que c'est pareil? N'oublions pas le principe du management. L'État aujourd'hui que vous voyez, toute la performance de l'État que vous voyez aussi, c'est ce qu'on a transposé, le management privé et au niveau public. Ouais, à chaque fois qu'on évalue la performance dans le secteur privé, les outils managériels, on essaie d'adapter ces outils managériels aussi à l'État. C'est comme cette fameuse théorie maintenant qui arrive un petit peu très tard en Haïti, que moi-même j'ai implémentée au ministère à la condition féminine, à l'époque de Mme Marie-Laurence, c'est le management public par objectif. J'ai entendu parler de ces choses-là maintenant, comme si c'est quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Et à l'époque de Jean-Max aussi, et le gouvernement d'Alexis, à un certain moment aussi, a voulu implémenter ce qu'on appelle le management public par objectif. Et même l'idée qu'on parle aussi de programme de 25 ans aussi, et c'est une idée aussi de l'ancien Premier ministre et Alexis aussi, à l'époque de Préval, qu'on a voulu avoir un programme de 25 ans. Donc, ce qui arrive dans le cas de Madame, c'est la même chose. S'il y a des situations avérées, des faits avérés qu'il faut mettre en examen, n'oublie pas aussi, nous sommes dans la gestion de l'État, il y a la question de la souveraineté aussi, tout ça joue, et là-dedans, on ne va pas attendre la fin de mandat. Est-ce que c'est pareil pour le Venezuela avec Maduro? Non, ce n'est pas pareil avec Maduro, parce que le cas de Maduro est rentré dans un œil de... Il est héritaire d'un pouvoir, je ne dis pas très révolutionnaire, avec des contradictions aussi profondes. Controversées en quelque sorte. Controversées, mais il n'a pas pu aussi transcender et ramener les adversaires avec lui. Parce que l'exercice du pouvoir dans un petit peu le champ, entre guillemets, qu'on appelle démocratie, ça vous demande, la première chose, c'est la transcendance. Et les contradictions au cours des élections, au cours d'une campagne électorale, automatiquement vous arrivez au pouvoir, il faut que ces contradictions, c'est ce que les pays du tiers-monde, les pays comme Haïti, nous n'arrivons pas. Et contrairement avec des pays comme les États-Unis et la France, automatiquement que les élections se terminent, ce n'est plus des candidats, mais c'est la France. Ce sont les États-Unis, c'est le pays. Vous avez vécu ce qui s'était passé en face du ministère de la Défense la semaine dernière? Vous avez vu à la télé? J'ai vécu, et jusqu'à présent, ça m'a mis un petit peu, ça a augmenté ma colère aussi face au pays, parce que j'avais réagi à froid par rapport à cela, parce que ici, il y a une tendance aussi à tuer le pays, parce que c'est ce qui tue le pays aussi, c'est cette conception que la perception vaut mieux que la réalité. C'est très dangereux. On est en train de tuer des gens aussi par la perception, tout comme moi. Et depuis cette affaire de Caribé, il y a une perception que j'étais conseiller spécial du président Martelly au ministère de la Défense. Bon Dieu. Mais je suis un cadre du ministère de la Défense. Je suis rentré au ministère de la Défense en mai 2012 sur demande de l'ancien ministre Rodolphe Joisil, qui m'a appelé, pas politiquement, parce que nous n'avons pas des liens d'amitié, mais des liens professionnels, qui m'a appelé pour me dire... Qu'est-ce qui s'était passé? Monsieur Jean, ce qui s'était passé, ce sont des jeunes qui reviennent de l'Équateur. Et parce que ce programme a débuté avec le ministre Joisil, de la coopération sud-sud, parce que c'est un segment que moi-même, que j'ai élaboré dans la loi organique, dans la structure même du ministère, de développer
la coopération et la coopération militaire. L'idée, c'était de commencer par une coopération sud-sud, parce que ça avait offert l'opportunité et de commencer, avant d'arriver à une nouvelle force armée avec des corps d'infanterie, il fallait arriver graduellement, par exemple, avec le corps du génie militaire. Et ce qu'il faut comprendre en sciences militaires, parce que très très souvent, les militaires pensent le fait qu'ils sont militaires, ils maîtrisent la défense. D'ailleurs, ce sont les civils qui créent la matière pour les militaires. Les sciences militaires ont été développées par des penseurs, pas des philosophes, pas des politologues. Parce que les sciences militaires, d'ailleurs, très souvent, ce sont ces gens-là qui enseignent. Et parce qu'ils sont hors des opérations, ils ont un recul. Et c'est pour ça que la première chose qui a été faite dans ce ministère, eh bien, quand Joisy était là, nous avons élaboré un plan d'action pour ce ministère. Pour ceux qui parlent à la radio, qui disent ce qu'ils ne savent pas, ce n'est pas un ministère comme tous les ministères. C'est un ministère qui a élaboré un plan d'action triennal, comme le président Marc Telly l'avait exigé, le premier ministre Laurent Lamotte l'avait exigé à tous ses ministres, qu'il y ait un plan triennal. Il y a un plan triennal qui définit clairement ce que c'est le corps de génie militaire et aussi des prévisions budgétaires. Ça peut arriver en Haïti qu'on élabore des documents et on ne s'en sert pas. Ça, c'est le premier. Un second document qui a été élaboré par le ministère. C'est le document de vision qui n'a pas été rendu trop public, qui a toutes les stratégies comment arriver à cela. Ce n'était pas l'idée de venir avec quelque chose oppressif comme la perception est. Et justement, le corps de génie militaire reste de cette construction progressive. Ou encore le corps fait partie de ce plan. De ce plan. Okay. Et le document en dernière date qui a été élaboré avec l'appui de l'OEA, c'est ce qu'on appelle le livre blanc de la défense, que je ne connais pas très bien moi-même, très bien. Je l'ai, c'est vrai, puisque je n'ai pas participé à son élaboration comme cadre technique de ce ministère. Maintenant, il faut revenir encore pour comprendre ce ministère. On parle de la question de la frontière. Encore, sur le ministère de Rodolphe Joisy, ce document a été remis au ministre Leder. Il y a eu toute une étude qui a été faite sur les frontières. Et c'est la seule étude existante sur les frontières. Et même la mission des Nations Unies était venue rechercher ce document sur les frontières, que moi-même j'ai travaillé avec une équipe, avec l'actuel secrétaire d'État des collectivités territoriales. Eh bien, donc là, je comprends que, que le ministère, c'est votre bébé. Mais c'est pas seulement mon bébé. Je ne veux pas dire que c'est mon bébé, mais ce qui est très important, contrairement à ce qu'on dit au dehors, ce n'est pas un ministère comme les autres. N'importe comme les autres. C'est un ministère qui a travaillé. Ça peut arriver. Professeur, on ne pas en pratique. Vous n'avez toujours pas répondu à la question, alors que... À ma question, ces jeunes revendiquaient... À ma question, ces jeunes revenant de l'Équateur voulaient être actifs. C'est tout simplement être actifs. On leur a rien dit. Et beaucoup de temps, ça s'est passé comme ça. Parce qu'il faut les intégrer. Ce n'est pas les intégrer dans la police, attention. Ce sont des jeunes qui ont eu une formation, attention. Ce que les gens n'ont pas compris au dehors, ce sont des éléments de corps du génie militaire. Ce ne sont pas des corps d'infanterie. Ce ne sont pas des corps offensifs, agressifs. D'ailleurs, ce sont des corps spécialisés, ce sont des corps d'élite en sciences militaires. D'ailleurs, pourquoi cette science a été développée dans l'histoire militaire? Eh bien, c'est pour pouvoir faciliter l'accès, les percées. Et ça a été surtout développé lors de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, même lors bien avant. Est-ce que c'était armé? Les armées d'autrefois avaient des gens qui portaient des haches pour pouvoir trancher, pour pouvoir couper les routes. Et ce corps, c'est un corps qui est lié dans une approche nouvelle. Ce qui est très important, c'est que ce ministère a été conçu dans une approche moderne et non pas dans une approche traditionnelle, classique de la défense, de la question militaire. Vu mes expériences en question des droits humains des Nations Unies, après avoir scruté ce qu'on appelle l'approche des droits de l'homme, la BDH, eh bien, nous avons travaillé au ministère sur ce que j'appelle l'approche basée sur la défense civile. Qu'est-ce qu'ils revendiquaient en face du ministère? Ils voulaient quoi? Leur intégration dans quoi? Ce n'est pas surtout leur intégration, de travailler, avoir des moyens, de subvenir à, comment dirais-je,
de se rendre utile. Mais ce qui est très important. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce qui a été décidé pour eux? Je n'ai pas pris connaissance. Hein. Je devrais être pris connaissance en tant que directeur, en tant que cadre de ce ministère. On ne vous a rien dit? Je ne sais pas ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a eu Mais l'essentiel, ce qu'il y a eu les qui est très négociations? important, le jour, ça a pu se calmer. Ce qui est très important, moi, je l'admets, ce comportement est condamnable. Ce comportement est aussi... Qu'est-ce qui est condamnable? Ce qu'ils ont attention. fait, alors? Ce qu'ils ont fait est condamnable parce que, quand même, ce sont des éléments de corps de génie, c'est l'expression même de l'État. Quand je parle de condamnable, mais c'est aussi punissable aussi, à quel je ne veux pas dire légitime, attention, parce que je suis un homme d'État. Attention, c'est pas... C'est ça. Ils ont droit de le dire. Mais, ce qui est très important, Wendell, ça rentre dans tout ce contexte global de l'effritement de l'autorité de l'État, de la disparition de l'État haïtien. Mais Wendell, tout le monde condamne ces petits messieurs. Mais Wendell, psychologiquement, je ne peux pas travailler chaque jour. Quand vous avez des gens qui vous attendent au dehors, hein, qui vous agressent parfois aussi, attention, mais on oublie ça. Moi, ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est un pays qui est dans une situation très très délicate. C'est un pays où on est en train de faire des efforts pour vivre dans ce pays. Et ce qui arrive dans ce pays, nous sommes très égoïstes. Un père de famille est là pour assister ses enfants. Automatiquement, dès que vous avez des enfants, vous avez 90% de toi qui vous appartient. Vous vivez pour vous qu'à 10%. Parce que petit, pas de mando pour te faire. C'est ça, maman, t'es apprendre moi, papa me t'es apprendre moi. Dans le misère, dans le problème. Je dis petit moi, faut nous faire tout ça capable. Même pas faire n'importe qui bagaille pour nous suivre avec vous. Mais nous fait ça capable parce que ou pas demander pour te faire nous. C'est mon cas aussi avec mes enfants. Je ne vais pas demander pour me te faire. Alors, maintenant, assez à ramener à cela. Ce qui est très important, je crois que c'est un problème d'État, parce que s'il y a un corps qui a été créé, il faut les donner des moyens pour pouvoir travailler. Mais comment sélectionner chaque année des jeunes comme vous? Il faut encadrer le corps. Il faut encadrer le corps, il faut encadrer le corps, techniquement et psychologiquement. Écoutez... Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Écoutez, ce n'est pas le cas. Attention, ce qui arrive dans ce pays, nous sommes un grand peuple. Mais nous attendons que les autres nous disent quoi faire. Comment un pays souverain comme Haïti, comment un pays phare de l'humanité puisse attendre à une puissance de nous dire qu'en faire notre armée ou bien de ne pas le faire? C'est quoi ça, Wendell? C'est quoi ça? Pourquoi nous avons versé nos sangs? Pourquoi nous avons défié l'histoire de l'humanité, des siècles de millénaires d'esclavage? Pourquoi nous l'avons fait? Comment une puissance peut-elle oser dire à un Haïtien, à un chef d'État de mon pays, quand il doit faire son armée ou pas? Et que nous, Haïtiens, nous enchérissons, nous nous faisons complices. Nous avons des gens très bien formés dans ce pays. Nous avons des cas très bien formés dans ce pays. Nous ne voulons pas des gens intelligents dans ce pays pour rendre service à ce pays. Vous préférez, écoutez Wendell, quand un pays choisit de construire, d'édifier une nation sur la perception, vous n'irez nulle part. Vous irez là où vous êtes, dans cette crasse, dans cette misère. C'est la vérité qui édifie une nation. C'est la praxis qui édifie une nation. Moi, ce que j'aimerais dire, s'il vous plaît, pour terminer, s'il vous plaît, cessez cette perception que certains Haïtiens, certaines Haïtiennes ont du ministère de la Défense. Cessez cette perception. Mais c'est quelle perception? Parce que vous comprenez, mais écoutez, il y a une perception que c'est des anciens militaires, c'est l'armée qui va revenir pour bousiller, pour craser ceci, pour craser cela. Attention. Oui, mais pas de gens me disent ça, non, c'est samedi. Nous l'avons dit. Ah non, écoutez, Woodal. Non, on a parlé du plan. On a parlé du plan, du ministère. Non, pas seulement du plan. Attention, Woodal. Ce qui est très important.
l'État n'est pas une école. La performance de l'État réside dans ses cadres techniques, ses règlements, comment dirais-je, son cadre technique et son cadre réglementaire. Dans tous les pays du monde, l'État a un plan d'action global. Les ministères sectoriels ont aussi des plans d'action ou encore des plans stratégiques. Vous savez ce qui avait fait la force du ministère de la Condition féminine à l'époque de Mme Marie-Laurence? Eh bien, quand je suis arrivé, moi-même, Myriam Merlet et autres, nous avons élaboré un document stratégique quinquennal pour ce ministère. Nous avons laissé un héritage. Mais c'est pour ça qu'il y a une diversité. C'est pour ça que les gens ont été formés. Politique. Donc, professeur. Ce que j'aimerais dire aux gens, s'il vous plaît, donnez une chance à ceux et celles qui ont de la connaissance, qui ont de la lumière, qui veulent accompagner. Donnez la chance au moins de laisser un brin de lumière. Nous ne disons pas toute la lumière. Parce que ce pays, nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir toute la lumière des gens qui ont de la lumière. Mais au moins, prenez quelque chose. 14 mai, 14 juin. Et qu'est-ce que vous prévoyez? Il y a deux scénarios qui peuvent arriver. Ce qui est très important, vous avez encore qui a acquis une légitimité, qui a acquis quand même une autorité, c'est le Parlement. Et si vous allez remonter dans l'histoire, même en Europe de très près, et même dans l'Antiquité Égypte même, à l'époque, si je ne me trompe pas, un pharaon comme Néricaré ou Séti II, eh bien à l'époque du Parlement de Roup, le Parlement et le chef suprême, c'était toujours en phase. Le Parlement a joué le rôle de l'histoire. Parce que le Parlement ne pouvait ne pas accepter l'actuel président et faire autrement. C'est ce qui est très important. Il va encore faire l'histoire. Il va encore faire l'histoire. Mais attention, il peut encore faire l'histoire autrement. Parce que nous vivons dans une situation révolutionnaire. Une révolution, ça peut se faire de manière violente dans toute l'histoire de l'humanité. Ça peut arriver que la révolution se fait pacifiquement. Mais est-ce qu'il y a matière de la révolution? Est-ce qu'on est prêt aussi, à votre avis? On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt pour une révolution. Qui est prêt pour une révolution? Est-ce que les conditions sont réunies pour une révolution aujourd'hui? Bien sûr, les conditions sont réunies pour une révolution. De quel ordre? Quelles conditions? Il y a toujours une unique condition pour les révolutions. C'est l'exploitation et la situation socio-économique. Ce ne sont pas les conditions politiques qui ont été réunies pour la révolution de 1803. Ce sont des conditions socio-économiques. Je pensais que vous alliez parler de révolution au niveau de la pensée de préférence. Attention, la pensée ne fait que codifier les sensations, les agissements, les revendications charriées par les sociétés. Donc il y a la pensée subjective, je réfléchis, ça y est là. Il y a la pensée objective. Les révolutions sont conçues à la fois sur les pensées subjectives et les pensées objectives. Subjectif dans le sens de l'idéal, comment j'aimerais voir cette société. Et objectif, lorsque je regarde ce qui se passe dans mon pays, la situation socio-économique, la corruption, la prostitution des jeunes, et ces jeunes qui reviennent de l'Équateur, qui en a marre des palabres, qui ont décidé de passer à l'action comme ça, et tout le monde le fustige. J'entendais ce matin un candidat qui fustigeait, et ces jeunes-là qui ont 25 ans, qui ont été formés à l'Équateur, bon Dieu. Parce qu'avant de les envoyer en Équateur, il faut être très, très important pour comprendre la situation stratégique. Je vous ai posé une question tout à l'heure, vous n'y avez pas répondu malheureusement. Oui. Est-ce que ces jeunes-là étaient effectivement armés? Est-ce qu'il y en avait qui étaient armés en face du ministère de la Défense? Oui, il y en avait qui avaient des armes au poing. Oui, mais on a dit que c'est illégal. Comment c'est illégal? Mais comment c'est illégal? Oui, on a pas. Écoutez-moi. Et c'est ça le pays. Vous avez des gens qui sont... Parce que c'est à vous de créer le cadre légal. Ils sont des militaires. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a une peur bleue de l'armée aujourd'hui. Quand on parle de militaire, on voit l'armée. Oui, mais qui a cette peur bleue? Ah non, je ne sais pas. Pourquoi moi, je n'ai pas cette peur bleue? Hein? Qui a cette peur bleue? Vous voulez que je réponde à la question? Non, je ne veux pas. Ah, vous posez Non, lorsqu'on pose la question maintenant qu'il était illégal,
Comment maintenant, excusez-moi, c'est une responsabilité de ma part, si je suis à ce ministère, que j'envoie des gens formés comme des soldats techniciens, avec une formation 90% technique et 10% militaire. Ce ne sont pas des militaires à proprement parler. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus utiles. Plus utiles pour la défense civile. Donc, en résumé, c'est normal qu'il... Bon, je sais que la Constitution prévoit... C'est pas que prévoir. Si c'est un corps de génie militaire qui est sous la responsabilité du ministère de la Défense, ça sous-entend s'ils sont armés légalement sous la couverture de mon ministère. Okay. Que le ministre l'accepte ou le directeur général l'accepte, s'ils sont armés, ils sont armés sous notre responsabilité. Parce que ce sont des soldats techniciens. Soldats techniciens, ils ont le marteau, ils ont l'appel, ils ont aussi l'arme. Peut-être pour se défendre, et non pas pour comme les soldats d'infanterie pour attaquer. Et non. Ok. Donc là, on peut... Et attention, en matière de sciences militaires, ce sont les corps les plus importants. Alexandre le Grand l'a reconnu. Le général Grant l'a reconnu. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ce qu'ils demandaient. Ils veulent qu'on lui donne à travailler. Ok. Et écoutez-moi. Est-ce qu'on pouvait faire appel à eux? Écoutez, ils ont été déployés au Cap-Haïtien. Vous l'ignorez? Non, j'allais vous demander. Ils ont été déployés au Cap-Haïtien. Est-ce qu'on pouvait faire appel à eux? Ils ont été déployés aussi à Gonaïve. Ils ont travaillé sur la route de Conignon-Grandbois. Ils ont fait des prospections aussi à l'île de la Gonave. Et ils ont la capacité aussi, pourquoi on n'a pas fait appel à eux pour vérifier les ponts. Ils ont eu des formations en réparation de ponts à boulons. Est-ce que nous les avons mis en service? Mais quel est le sens, Wendell, des connaissances, si ces connaissances ne sont pas mises en service et mises en question? Nous sommes malheureusement arrivés au terme de l'émission. Nous n'avons pas abordé la question de la commission de vérification, malheureusement. Oui, on n'a pas eu le temps de le faire. Vous avez un mot sur la commission, sur ce que fait la commission? Moi, je crois que la première chose, c'est qu'à 25%, ça va un petit peu, mais ça ne va pas résoudre le problème, parce que c'est un problème politique qui est là. Et lorsque j'étais au conseil électoral, au cabinet du conseiller Témiro, moi, tout on a parlé de A5, j'avais recommandé, lorsqu'il y avait beaucoup de problèmes et qu'on ne pouvait pas résoudre ce problème, de réunir les 54 candidats et de les proposer de faire un tour à 10 ayant au moins 1% dans une lettre historique que j'ai écrite au conseiller Témiro. Professeur Anfonsi Campela, où dit, commission s'est formée à l'âme. Le fait que vous passez pourcentage à 25, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais question commission, son bagage politique que lié et que problème nous n'avons pas résoudre. Il n'est pas résolu parce que la solution, sur quelle base que vous allez... Vous êtes candidat, Wendell. Sur quelle base que je vais vous éliminer parce que vous avez fraudé? Vous avez fraudé en flagrant délit? Hein? Vous avez fraudé en flagrant délit? C'est le candidat qui a fraudé lui-même? Hein? On peut frauder. Il n'y a qu'à frauder beaucoup par reconnaissance. Parce que la machine électorale, ce sont des candidats, des partis politiques. Mais j'arrête pas d'entendre les candidats affirmer haut et fort que certains candidats doivent être écartés ou encore ceux qui ont fraudé doivent être écartés de la cause. Moi, je le dis aujourd'hui, qu'ils cessent. Qu'ils cessent. Qu'ils cessent de toxiquer ce peuple. Donnez-nous au moins une chance. Si on fait appel à une commission extérieure, ou bien j'accorde le bénéfice du doute à cette commission, s'il travaille réellement, eh bien, ce sera triste. Ce sera de refaire les élections. Ce sera de refaire les élections. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour avoir les fraudes, non? N'oublions pas, la majorité, ce sont des irrégularités assimilables à des fraudes. Vous avez un système électoral désuet. C'est à la main qu'on écrit les choses. Vous imaginez, vous arrivez à un centre de vote. La personne qui a été élue, qui a été choisie à ce centre n'est pas venue, vous le remplacez par un électeur comme ça, qui n'a reçu aucune formation. Et c'est cet électeur qui va rédiger un procès verbal. Qu'est-ce que vous allez faire? La seconde chose qui est très importante, vous avez une commission 6 mois après les événements. Dans aucun pays du monde, l'État reste l'État. Est-ce que le centre de tabulation
a été fermé sous scellé, sécurisé? Est-ce que les employés du centre de tabulation, qu'il s'agit du directeur et autres, ont été mis en disponibilité? Le centre de tabulation devait être mis en quarantaine, scellé juridiquement, sous haute sécurité. Mais 6 mois après, vous ne savez pas ce qui s'est passé au centre de tabulation. Mais donnez une chance. Moi, je demande aussi à la communauté internationale de donner une chance. Je demande aussi au Conseil électoral, au président de la République, si vous voulez que ce pays connaisse la paix, donnez une chance. Réalisez un tour pluriel. Lorsque je dis un tour pluriel, que le conseiller Léopold Bélanger affirme son leadership. Parce que dans tous les pays du monde, il revient. Moi, j'ai voyagé en Afrique du Sud. J'ai fait Nicaragua. J'ai fait le Pérou. J'ai fait la République dominicaine. Il revient à un conseil électoral, en toute indépendance, d'organiser des élections. Et en matière de management, qu'il s'agisse de management privé, lorsque vous prenez un poste avec des problèmes, il revient à vous d'évaluer les problèmes et non pas à une entité extérieure. Comme ça a été fait, c'est déjà fait. Il faut penser au compromis politique pour résoudre ce problème. Vous avez dit un second tour pluriel. Un second tour pluriel, c'est un compromis. Un second tour pluriel. Lorsque je parle d'un second tour pluriel, c'est-à-dire que vous allez organiser un second tour avec les 54 candidats, avec la possibilité de les donner 48 heures pour ceux qui veulent désister et désister. Wendell. Vous avez dit un tour avec les 54 candidats? Ah oui, attention. Ce ne serait pas de la folie? Non, j'ai bien dit oui. Un tour avec les 54, mais vous donnez la possibilité aussi. Où est-ce qu'on a trouvé les moyens? Vous avez fait la première fois? Non, mais écoutez. Écoutez, vous avez fait. Écoutez. Mais écoutez, Wendell, il ne faut pas jouer. Non, vous l'avez fait. Vous ne l'avez pas évité au premier tour et vous ne pouvez pas le faire au second tour. Et c'est le premier tour qui a donné des problèmes. Et là, ici, moi-même, je ne suis pas en démocratie. Attends-moi, Wendell. Je ne suis pas en démocratie. Je suis en humanisme. Ok. Parce que la démocratie n'est pas porteuse de l'équité. Seul l'humanisme. Sur quelle base, écoutez-moi? Non, alors, laissez-moi vous dire une chose. Oui, je vous écoute. Professeur, écoutez. Vous parlez d'un second tour pluriel. Pluriel? Avec les 54 candidats. Attends, 54 candidats. Lorsque je dis pluriel, 54 candidats, c'est l'équité. C'est l'équité. Et maintenant, avec la possibilité que des candidats désistent et le bémol que, par ce compromis, l'État ne finance pas ses campagnes. C'est aussi simple. Que chaque personne se débrouille. Se débrouille. Et là, la décrétation va faire. Ça pourrait réduire à 10, on ne sait pas. Mais au nom de... Moi, je parle au nom de l'équité. Je ne parle pas à ce moment-là, on mettra 6 nouveaux mois pour organiser non, écoutez, je vous le dis, moi, Wendell, en tant que technicien. En 3 mois, on peut organiser ces élections. Je le sais. Vous êtes en face d'un technicien. Et vous avez 2 techniciens dans ce pays. Qui le sait. En 3 mois, comme au Venezuela, en 3 mois, nous pouvons organiser des élections malgré cette machine désuète. Vous avez oublié qu'après-demain, ce sera le 14 mai, non? Non, le 14 mai, bon, ça, il faut s'entendre, mes amis, il faut s'entendre. C'est pas possible. Le 14 mai, c'est déjà du passé. Il fallait avoir un conseil électoral. Et là, le président Prévert a raison. Le premier ministre, Jean-Charles, mon ministre de la Défense aussi, a raison. Il faut être réaliste. Il faut pas trop agiter les choses pour donc là, les énergies. Vous êtes en train de nous dire que ce ne serait pas possible le 14 mai. Mais c'est déjà demain, c'est 14 mai. Oui, c'est ce que vous dites. Donc, ce n'est pas possible maintenant, non plus il y a qu'il y ait un rapport... président le 14 mai. Non. Est-ce que vous pensez que le 14 juin, d'ici au 14 juin, on pourra avoir un président? Mais on ne pourra pas avoir un président. C'est pour ça que je dis que le Parlement aura... Écoutez, si on attend que la Commission donne son rapport à la fin de ce mois, écoutez,
on va pas réaliser les élections dans 15 jours. Maintenant, c'est le compromis historique, c'est le rôle du Parlement. Je suis obligé d'aller très vite. Quelle est, à votre avis, la meilleure formule aujourd'hui? La meilleure formule aujourd'hui, je ne la revendique pas au nom de la démocratie qui n'a jamais été porteuse des valeurs réellement humaines. Parce que si vous remontez à la démocratie... La meilleure formule, professeur, la meilleure formule. La meilleure formule, c'est la réalisation d'un taux pluriel. Avec combien de candidats? Je vais vous le dire. Un taux pluriel dans l'équité, ce sera de proposer un taux dans l'esprit de l'équité. Un taux unique alors? Unique. Okay. Avec les 54 candidats, ça fait un. Avec une possibilité de les donner, si on arrive à un compromis, 48 heures pour qu'ils désistent. Et la troisième, qui est la clé de verrou, sans financement des campagnes électorales par le trésor public. Vous comprenez? Moi, je donne des solutions réalistes pour éviter. Si nous voulons le carreau... Vous la trouvez réaliste, cette proposition? Je ne la trouve pas réaliste. Je la trouve équitable. Je suis un humaniste. Je ne suis pas démocrate, moi. Je n'ai pas l'air d'être un hypocrite, ni un pharisien. Je ne saurais être un démocrate. Je suis un humaniste. Seul un humaniste peut penser à l'équité. C'est pour cela que vous me trouvez à Wendell dans les couloirs du pouvoir. Si on fait appel à moi, c'est pour servir mon pays et non pas pour me faciliter la survie. Parce que je suis un peu perdu. Vous n'êtes pas perdu, Wendell. Nous avons organisé les élections au premier tour avec les 54 candidats. Ça a donné des problèmes. Et moi, Wendell, je vous le dis, j'entends des candidats qui crient qu'ils ne sont pas fraudés. Ce qu'ils n'ont pas compris dans le système électoral haïtien, c'est que les irrégularités sont assimilables à des fraudes. On va vous dire que vous allez frauder, mais vous n'avez pas fraudé vous-même. Et autre chose qui est très importante. Juste une question. Est-ce que l'on doit sanctionner un ou deux ou des candidats? Écoutez. Est-ce que la commission peut le faire? Non. Écoutez. Est-ce que la commission peut recommander qu'on sanctionne, qu'on écarte des candidats? Écoutez, moi je ne parle pas je ne suis pas démocrate. J'ai horreur de l'hypocrisie. Vous l'avez dit. Vous allez répondre sans ça. Non mais si vous avez horreur de la démocratie, si vous n'êtes pas démocrate, Wendell, oui. Ce n'est pas les candidats qu'il faut sanctionner. Qui doit-on sanctionner? La machine. Comment la sanctionner? Écoutez-moi. Ce sont les candidats qui se sont rendus au centre de tabulation. Ce sont les candidats qui se sont rendus au centre de tabulation pour mettre les chiffres. Sur quelle base, Wendell? Je suis candidat. Vous me dites que j'ai fraudé. J'ai été au centre de tabulation pour insérer mes chiffres. Hein? Qui a inséré les chiffres? Qui a donné les résultats? Ces gens-là sont restés en toute impunité, les membres de BV, les centres de tabulation, le centre de EP, le centre de CPE. Tu sais, envisageons un cas de figure où... Wendell, il faut savoir que nous avons une responsabilité d'assumer nos responsabilités. Wendell, quand vous êtes père de famille, vous avez des enfants envoyés de l'école, et vous prenez votre argent, vous voyagez, vous allez à la plage, et puis un bon jour, vous voyez Timoun à l'école, tournez, parce qu'on n'a pas payé, et puis le camp en face comme papa, pour de l'irresponsable, on va sentir bien courage pour punir, ou le punir tout. Si nous faisons un taux pluriel, professeur, un taux pluriel, on finit un taux unique, on finit. Qui n'est pas prévu dans la Constitution, écoutez, ou d'accord que l'anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel? Mais écoutez, c'est pas dans la Constitution. Écoutez-moi. Bon, sans préférer, oui, mais non constitutionnel ou anticonstitutionnel? Non, mais vous êtes dans la Constitution? Écoutez-moi, vous êtes dans la Constitution? Aujourd'hui, non, oui. on le sait. Mais, écoutez, est-ce que nous sommes obligés à enfoncer, est-ce que nous sommes obligés à entrer tête baissée dans l'inconstitutionnalité, professeur? Il ne faut jamais faire l'amalgame. Tu sais que vous avez une société hybride. Oui, tout ça fait hybride, il ne va pas marcher. Notre pensée est hybride. Au bon pouvoir là, au bon contexte de gouvernance qui est aussi hybride. Vous nous demandez d'appliquer de la Constitution, alors que vous avez des institutions qui ne sont pas prévues dans la Constitution. Ce conseil électoral qui est là, c'est la Constitution. Qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution et la Constitution amendée? Un conseil électoral permanent. Lorsque j'avais dit à président Martelly de maintenir son cap à Delante, et je le retiens. Mais il parle encore. Même s'il parle encore. Et l'histoire m'a donné raison. Parce que je lui avais dit, si vous ne faites pas
votre conseil électoral permanent, vous allez arriver là où nous sommes. Et vous savez, dans ce pays, les gens n'ont pas de courage pour dire que, oh, messieurs, le professeur Gratien-Jean avait bien vu. Ok. Comme la perception vaut mieux que la réalité. Dernière question, professeur. Je dis là, si vous parlez avec le président privé, on a dit adelante tout. Dans quoi? Attention, dans quoi? Non, question élection, puisque adelante. Non, attention, il faut pas faire. Peut-être vous n'avez pas entendu. J'ai entendu. Ah non. Il y avait une réunion, ok? On discutait de la mise en place du conseil électoral permanent. Écoutez. Et vous avez dit au président Martelly, adelante. Dans quel sens? Pour le continuer, mettez le processus là. Voilà. Et au coup de route... Donc, vous voyez que j'ai compris. Écoutez, au coup de route, le Parlement emboîtera le pas pour envoyer ses 3 membres. Et on a fait toute une campagne contre ces exigences, croyant que les autres qui allaient venir allaient être au mieux. Wendell, je vais encore plus loin, Wendell. Comment vous imaginez que nous mettions en question les conseillers qui ont réalisé ces élections, qui ont été nommés par des secteurs, et non par le président Michel Martelly? Vous n'avez pas cette courage de le dire à ce pays. Il faut cesser de mentir à ce peuple-là, qui avait nommé ces 9 membres. D'où viennent ces 9 membres? Du président Martelly? Moi, je ne défends pas. Que l'on dise que je défends ou pas, moi, je défends la vérité. La vérité, c'est que, oui, la vérité. C'est que le président Martelly n'avait pas de représentant au sein du conseil électoral. Écoutez, nous accusons ces 9 conseillers d'avoir mal fait. Ils reviennent des secteurs. Et vous osez offrir à ce pays de retourner à ces mêmes secteurs pour former ce conseil électoral. Parce que on est dans le pays. Il faut cesser. Nous sommes des menteurs. Wendell, donnez une chose à un pays. Si la justice, la vérité édifie un pays, eh bien, le mensonge effondre un pays. Et ce pays s'effondrera parce que moi, je suis venu aujourd'hui exclusivement pour vous, Wendell, pour Télémétropole, pour mon pays. Je ne parlerai plus exclusivement pour Télémétropole de dire non aux gens, de dire la vérité, de cesser de mentir. Le président Privert, le Parlement, peut sauver encore ce pays dans un compromis politique. Et on va le tuer tout le monde venir là. Si la commission de vérification va très loin, au moins les 15 premiers seront éliminés. Pour fraude. Que les gens qui disent qu'ils sont premiers, deuxièmes, qu'ils n'ont pas volé, cessent de parler. Moi, Gratien-Jean, pour avoir été dans cette machine, et je connais cette machine, je vous le dis, si la commission de vérification fait un travail d'équité, au moins les 15 premiers ne seront pas admissibles pour les élections. Ils seront éliminés. Et moi, je l'assume. Oui. Merci, professeur. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et n'a pas parlé encore, on dit c'est fini. C'est fini. Merci beaucoup, professeur. C'était un plaisir de vous avoir. Et peut-être je vous ferai des invitations, pas pour parler de la politique, pour parler d'autres sujets. Et à ce moment-là, vous accepterez. De la science. Et de la prophétie aussi. Et de la prophétie. Mais on va dire non, là, pour prophétie, au Kembel. Ce que je peux dire, ce que nous vivons, nous sommes appelés prophétie jusqu'en 2021. Pour Haïti. Et l'humanité connaîtra les guerres jusqu'en 3006. Nous sommes dans une ère démoniaque. Regardons bien la vie dans le monde, la débauche, l'argent, la beauté du gain. Nous sommes dans un monde qui est actuellement dominé par les démons. Et dans le cas d'Haïti, l'été ne sera pas chaude, mais l'été sera peut-être brûlante et mourante. Merci, professeur. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Invité aujourd'hui, le professeur politologue Joseph André Gratien-Jean. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.